Bonjour les potos, bonjour les potasses, et bien bienvenue dans ces Lost Talks Roof. Ah oui, ces petites discussions perdues du toit, hein, puisqu'on est quand même sous mon toit. Je vous présente Alban Leloup, qui va Salut. d'ailleurs nous décrire qui il est. Oui, qui je suis, bon, comme je te disais, je suis pas sûr que c'est très intéressant, mais enfin bon, quand même. Moi, je suis impliqué dans l'univers de Star Wars depuis quand même assez longtemps. J'ai été, ça fait plus de 13 ans que je suis éditeur sur Wikipédia. J'ai fait partie de l'A501, donc l'organisation Oui, costumée wow. impériale, pendant pas mal d'années, oui, fanoise, exactement. Hein, je suis rentré à l'époque de l'épisode 2. Et je suis aussi co-administrateur d'une page Facebook consacrée à Star Wars. Star Wars Sourcebooks, où, comme le nom l'indique, on s'intéresse surtout aux livres de référence et aux RPG. Voilà. Oui. Ça, c'est un petit, Donc j'ai aussi acheté le RPG qui a l'air formidable, mais d'ailleurs je cherche, hein, donc tiens-toi au courant, je cherche avec des gens pour le tester. C'est très compliqué. Moi-même, j'ai souvent voulu faire des tables de jeux de rôle Star Wars, mais il y a, je sais pas où ils sont. Il y a personne. Oui. En même temps, pour être honnête, c'est assez compliqué de se procurer les manuels, de se faire importer les manuels. Je ne sais pas pourquoi. En Europe, c'est assez difficile. Enfin bon. Tout à fait. Alors, avant de commencer d'écrire notre sujet, je vais vous souhaiter la bonne santé avec une petite bière bien houblonnée du côté de Delta. Hein. Ah oui, bien. Parfait. Eh bien, moi, je vais répondre à ta bonne santé avec voilà, une bière 3 grains brassée dans la tradition des Carmes. Hein. Ah, une bien bonne celle-là. Oui, eh ben, écoute, je me suis dit, tant qu'à boire, voilà. Tant qu'à boire, buvons bien. Je me désaltère déjà, tu m'excuseras. Je t'en prie. Je t'en prie. C'est la chaleur, hein, comme on dit. Ah, en Belgique, oui, est-ce qu'il fait chaud? Ben écoute, par moment, oui. Hein. En ce moment, on ne sait pas à quel saint se vouer. Hein. Par les saints de glace, en tout cas. Oui, je sais. Une semaine avant les saints de glace, c'est assez étonnant. Voilà, santé, à ta santé. Voilà. Je signale aux gens qui verraient passer ce genre d'objet illicite que c'est totalement légal. Ben oui, c'est totalement légal. Ben, on est en Belgique. Les bonbons, c'est bon. on est en Belgique et puis de toute façon, voilà, on n'a pas donné de nom. Hein. Mm-hmm. Parce qu'ils ne nous payent pas. Après, s'ils veulent nous payer, là, on verra. Oui, tout à fait. Société de marketing inconnue qui produit ces bons produits du terroir belge. Sachez que Alban et moi, nous sommes très fair-play. Nous acceptons que vous versiez sur notre compte aux îles Caïmans les quelques deniers que vos investisseurs ne vont pas récolter. Voilà. Tout à fait. Nous sommes aussi stakeholders. Comme je suis pour la redistribution des richesses. Tout à fait. Principalement à moi. Ah, ça me rappelle quelqu'un, ça. Ah oui. Bon, trêve de plaisanterie. Donc l'idée aujourd'hui, pour les gens qui regardent cette vidéo, c'est de parler donc un peu de la politique et de la philosophie autour d'un mouvement politique au sein de l'univers Legends of Star Wars, qui porte plusieurs noms. On commence avec l'Alliance des planètes libres, pour aller vers l'Alliance pour la restauration de la République, qui finira par créer une nouvelle République. Et dont certains aiment appeler, notamment les impériaux. Non, on ne hurle pas sur ces gens-là, s'il vous plaît. Ils ont le droit d'exister, nous sommes dans une démocratie. La rébellion. Et nous sommes dans une démocratie, ça on va voir. Tout à fait. On va voir si c'est bien le cas. Qui est plus démocrate? Les blancs ou les bruns? Puisque les uns, ils ont un uniforme blanc impeccable, les autres sont un peu bruns déglingués. On va voir. On va voir. Bon, alors, je te propose de commencer. Retournons à l'épisode 3. Entre l'épisode 3 et de New Hope. Ouais, et la nouvelle espoir, pardon. Qui est l'épisode 4. Donc l'épisode 3, hein, pour rappel, on se situe 19 ans exactement avant l'épisode initial de Star Wars. Hein. Et donc on est à ce stade où le chancelier Palpatine, qui pendant les 3 ans qu'ont duré la guerre, n'a fait que grignoter encore et toujours plus de pouvoir personnel au nom de l'urgence. Hein.
C'est la définition d'école d'une dictature, en fait. Oui. C'est voilà, être investi de pouvoir, mais a priori pour une durée limitée, pour Oui. une durée prévue, César, oui. voilà, comme César. Je dis a priori parce que la réalité, c'est qu'il y a toujours moyen de prolonger. Et donc, on se trouve ici à une époque où il y a beaucoup de sénateurs qui commencent à réagir à ça. Et dans l'univers légendaire, ce qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la privation d'autorité des gouverneurs régionaux, Tout à fait. qu'on propose de remplacer progressivement par une nouvelle élite, voilà, que l'empereur crée de toutes pièces, les MOF. Et donc, c'est ce qui est en quelque sorte la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui pousse des sénateurs à s'assembler, à écrire une pétition, la fameuse pétition des 2000. Oui. Mais il faut bien noter qu'à cette époque-là, quand on parle de la pétition des 2000, il s'agit bien de sénateurs qui sont des loyalistes, qui considèrent que la République existe toujours, qui ne veulent pas nécessairement se débarrasser de Palpatine, ils veulent juste marquer leur désapprobation par rapport à la manière dont les choses tournent. Donc on n'est pas encore véritablement dans de la rébellion à proprement parler, on est juste sur une réaction en interne. Là, je te rejoins avec quand même la petite notion qu'on commence à voir vraiment, comment on va dire ça, comme disent les Américains, je vais dire, la désobéissance civique. Et notamment quand tu vois Bail Organa qui sauve Yoda, ce qui est assez mémorable, parce qu'il a d'abord essayé d'aller entrer, puis les Clone Troopers, parce que c'est encore des Clone Troopers, le virent et abattent un gamin. Oui, là, il réalise qu'il y a un problème et plutôt parce qu'on est à la toute fin. Oui. Parce qu'on est à la toute fin du film, oui. Et qu'à ce moment-là, la République l'Empire vient d'être proclamé. Oui, effectivement, on n'est plus dans donc, la République. Donc plus personne ne se fait d'illusions. Oui. Plus personne ne se fait d'illusions sur ce qui se passe. Donc forcément, mais au début, voilà, on est toujours dans cette optique. Voilà, d'ailleurs, on a des sénateurs qui essaient de corriger, qui essaient de réparer les choses de l'intérieur. Mon Mothma, Padmé, Bail Organa. Et on le sait, de l'univers étendu que Garm Belly Bliss va également les rejoindre. Je ne sais plus à quel moment il les rejoint, mais je ne pensais pas à ce moment-là. C'est un peu plus tard, je pense. Alors, il n'est pas mis dans le film parce que George Lucas ne se préoccupait pas tant que ça de l'univers étendu. Mais bon, ils ont trouvé une explication qu'il était juste indisponible à ce moment-là, qui se faisait représenter par un autre sénateur, le sénateur Frank Zar. Il faut savoir que Garm Belly Bliss, pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce que c'est déjà un peu plus, c'est déjà un peu plus pointu, je vais dire, c'était un sénateur, le sénateur du secteur corélien, et il n'est pas présent à l'époque au Sénat, à l'époque de la revanche des Sith. Pourquoi ? Eh bien, parce que dès la première année de la guerre, Garm Belly Bliss a invoqué une très ancienne clause qui permet à la planète Corellia de se retirer des affaires galactiques en cas de désaccord majeur avec la conduite de la République. Parce qu'il faut savoir que les Coréliens ont une espèce de clause d'exceptionnalité qui leur permet de faire toutes sortes de choses que les autres ne peuvent pas. C'est un peu comme des Bretons, quoi. C'est un peu comme des Bretons. Et donc voilà, ils ont cette clause particulière qui s'appelle en vieux corélien Contemplani Sermi, c'est-à-dire solitude méditative. Et c'est une clause que le sénateur corélien peut invoquer pour dire on se retire de la représentativité au Sénat et on ferme nos frontières. Et c'est exactement ce que Garm Belly Bliss a fait dès la première année de la guerre. Il a dit moi je ne veux pas en entendre parler de vos histoires, je m'en vais. Et c'est pour ça qu'il est représenté par un ami, un autre sénateur, à l'époque de l'épisode 3. Il n'est pas là en personne. Voilà. Ok, mais c'est bien de le savoir parce qu'effectivement, moi c'est toujours été un des personnages sous-centrales par après, parce qu'on en parle essentiellement dans les livres. Après l'épisode 6, hein, ça devient vraiment un personnage récurrent dans certains livres, et un personnage attachant. Je tiens à le dire aussi parce que c'est un personnage qui est travaillé de manière intelligente. C'est pas comme certains qui s'engagent, qui se mettent à râler tout le temps, et qui savent pas toujours ce qu'ils doivent faire, mais qui le font quand même. Oui. Bon,
l'important c'est quand même de le faire, hein, air de Tout rien. à fait. Puis c'est un homme qui pose ses actes. Je trouve que c'est aussi important ça. Et comme tu le dis, qui quand il voit qu'il y a un problème, plutôt qu'à chercher la confrontation, il met de la distance. Ce qui est pas mal aussi. En fait, il ne revient sur l'avant de la scène que dès l'instant où, donc toujours dans l'univers légendaire, parce que voilà, je me permets ici juste une petite parenthèse, on ne parlera pas vraiment de l'Alliance rebelle dans l'univers canonique. Il y a beaucoup de choses qui sont très semblables, il y a des choses aussi qui sont très différentes. Jusqu'à preuve du contraire, Garm Beliblis n'existe pas dans l'univers canonique. Et donc le récit de la fondation de l'Alliance a un certain nombre de différences majeures. Mais bon, ce ne sera pas vraiment l'objet ici. Mais donc dans l'univers légendaire, Beliblis ne revient sur l'avant de la scène que quelques années avant l'épisode 4. 3 ans à peu près, hein, quelque chose comme ça, à la grosse louche. Donc il va y avoir un moment d'isolation, un long moment d'isolation, presque une vingtaine d'années en fin de compte, entre le moment où il disparaît de la scène politique et le moment où il intervient dans la création de l'Alliance rebelle. Oui. Moi, ce qui m'avait toujours aussi, bon, on va peut-être pas trop s'éterniser sur les Coréliens, mais c'est quand même qu'ils ont ce côté extraordinaire d'être des personnages récurrents, les Coréliens, et d'avoir comment dire, ce côté un peu plus autonome que d'autres et moins suivre les ordres. Faut pas en citer, hein? Oui. Oui, ce qui tombe bien par moments, ce qui n'est pas toujours très pratique par d'autres moments, soit dit en passant. Non. Voilà. Mais c'est vrai que l'Alliance rebelle va avoir, dans l'univers légendaire, 3 composantes majeures qui sont à l'origine de sa naissance. Donc effectivement la cellule corélienne, la résistance corélienne, menée de son côté par Beliblis tout seul. La résistance alderaanienne, Tout à fait, ouais. menée donc par Bail Organa, et la cellule chandrilienne, qui elle est plutôt politique, qui elle est plutôt essentiellement politique, menée par Mon Mothma, l'ancienne sénatrice du secteur Bormeya. Auquel on peut rajouter les peuples opprimés. Hein. Oui, alors les peuples opprimés sont récurrents, bien sûr, mais je veux dire l'alliance, que ce soit dans l'univers légendaire ou dans l'univers canonique, c'est une galvanisation de toutes sortes de petites cellules individuelles qui, pendant près de 20 ans, ont été relativement incapables de s'entendre. C'est plus une confédération, je t'avais dit, hein. C'était mon impression. Jusqu'au moment où tout ça a été scellé par le traité corélien, le traité corélien. C'est pas anecdotique. Hein. Le traité corélien qui a galvanisé toutes ces différentes unités sous la triple influence de Beliblis, Mon Mothma et Bail Organa. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, et c'est là qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est encore un fonctionnement confédéral comme ça, parce qu'au moment de signature d'un traité qui est un acte politique, si c'est une démocratie, si c'est une pseudo-démocratie, ou si c'est une pseudo-démocratie qui a échoué et qui allait vers un mouvement tout simplement. Ben, écoute, je pense que ce qui est important de préciser, et ça, encore une fois, c'est vrai pour l'univers légendaire, ça n'est pas vrai du tout pour le canonique, mais c'est un autre sujet. Quand Mon Mothma a fondé l'Alliance, elle a tenu à ce que l'Alliance ne soit pas présentée comme un gouvernement en exil, tout à fait. mais comme un groupement paramilitaire dont l'objectif était de restaurer la République. Et je pense que c'est intéressant de se poser une seconde la question de qu'est-ce qu'il veut dire par restaurer, parce que restaurer, ça peut vouloir dire 2 choses. Ouais. Il y a un sens figuré qui signifie faire renaître, et faire renaître, ça veut dire que la chose qu'on fait renaître est d'abord morte, et il y a le sens propre qui est réparer. Oui. Et pour réparer, ben, il faut que la chose existe encore. En réalité, dans l'univers légendaire, Mon Mothma ne se présente pas comme la dirigeante d'un État légitime en exil. Le discours qui est tenu, c'est que, en fait, la République
n'a pas vraiment disparu. Elle s'est transformée, elle s'est corrompue en devenant l'Empire. Donc le propos de l'Alliance, c'est non pas de recréer la République, mais de la réparer. Oui, c'est pour ça qu'on parle de guerre civile aussi galactique. C'est pour ça qu'on parle de guerre civile. Donc l'Alliance rebelle n'est pas un gouvernement en exil dans l'univers légendaire. Ce qui n'empêche qu'ils ont quand même un gouvernement militaire et un gouvernement civil. Malgré tout. Avec beaucoup de gens qui se répartissent les mêmes casquettes. Hein. Qui se répartissent les mêmes casquettes, parce que c'est vrai qu'il y a un côté... Ouais. Il y a un côté auberge espagnol assez prononcé dans l'Alliance, effectivement. Parce que Mon Mothma est à la fois le haut juge, la grande représentante, ambassadrice et présidente, si on peut en parler en tant que présidente. Et le titre officiel est chef d'État. Oui, elle est juge, elle est exécutionnaire, elle a le pouvoir... elle est exécutif et législatif. Législatif peut-être pas, parce qu'elle demande quand même assez... Elle fait des réunions. Il y a un bureau. Oui, c'est un conseil, quoi. C'est un conseil consultatif. Voilà, avec les mêmes, dont notamment des militaires qui se rajoutent comme Akbar, si je me souviens bien. Avec à peu près les mêmes. Mais alors, après, moi, je dis ça. D'un côté, je viens de dire qu'il n'y avait pas prétention à être un gouvernement en exil. Il n'empêche que, comme je l'ai dit, il y a quand même une partie civile et une partie militaire. Alors, si on prétend ne pas être un gouvernement, pourquoi est-ce qu'on a un cabinet ministériel? Parce que l'Alliance a un cabinet composé de 6 ministres. Tout à fait. Donc, alors, l'excuse, entre guillemets, enfin, l'excuse, je dis ça de manière, ça fait péjoratif, mais le propos officiel, c'est qu'il y a besoin d'avoir un gouvernement civil, tout simplement parce que dès que des planètes rejoignent l'Alliance, il faut bien qu'il y ait une structure. Il faut bien qu'il y ait une structure qui vienne organiser la vie. Donc c'est ça l'idée. Maintenant, est-ce qu'on peut à la fois dire qu'on n'a pas prétention à être un État en exil et avoir un cabinet ministériel? Ça reste à voir. Est-ce que c'est hypocrite? Est-ce que c'est une nécessité de la guerre? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je crois que c'est plutôt une nécessité de la guerre, parce que regarde un peu, je vais prendre un truc actualité, la Syrie. Oui. Ça, c'est le meilleur exemple de plusieurs groupes paramilitaires désorganisés en confédérations totalement, qui soi-disant sont les uns avec les autres, mais qui se font en même temps des batailles et la guerre. Et finalement, chacun veut obtenir le plus de pouvoir, chacun a son propre exécutif, jusqu'au moment où certains, et pas tous, on va dire les 2/3, ont signé ensemble un accord. Là, on a vu effectivement émerger au niveau international, avec l'appui de grands pays comme les États-Unis, une chape qui disait, ben voilà, votre côté officiel exécutif, les réunions à faire. Donc je pense que c'est ainsi un peu dans ce système-là qu'est, même si on est dans une époque totalement différente, qu'est le mouvement de l'Alliance. C'est cette obligation, comme on est en guerre et qu'on sait qu'on est menacé, de se souder les coudes, de se prendre les dirigeants qui sont là, qui ont le charisme, et de faire avec. Et d'un autre côté, tout dans Star Wars ne fait que te montrer l'échec répété encore et encore de la démocratie. Tout à fait. Et un clin d'œil que Georges Lucas faisait à la Société des Nations, moi je trouve. Mais ça ne fait qu'échouer. Ouais. Je veux dire, l'ancienne République a échoué. L'Alliance a réussi à établir une nouvelle République qui a échoué aussi bien dans l'univers légendaire que dans le canon. Et donc, on en revient toujours avec des protagonistes qui sont en fait des guerrieros. Et donc, quelque part, quand on me dit qu'il y a trop de politique dans Star Wars, bah, je n'irai pas jusqu'à dire ça, parce que finalement, c'est une vision assez... c'est très basique. Oui, c'est ce que je dis, il y a assez de politique. Moi d'ailleurs, comme je t'avais dit, j'ai fait un mémoire où je m'interrogeais sur est-ce que George Lucas a critiqué le système républicain et néo-républicain américain au sein de ses écrits. C'est assez comique, il y avait des moments où les think tanks sortaient des choses et dans le script tu trouvais des critiques de ça. Moi je serais toujours convaincu que c'est un film qui parle aux Américains. Hein. C'est un film purement américain, basé sur les Amériques, pas qu'une seule Amérique. Et donc je trouve intéressant là-dedans. Encore la politique est résumée à ce que les Américains comprennent. Encore qu'il y a un désir d'éviter de faire des parallèles trop évidents non plus. Tu ne peux, par exemple, on va surtout pas insinuer que la princesse Leia est démocrate alors que
Alors que je ne sais pas, c'est ce qu'on pourrait dire que les impériaux sont républicains, pas forcément. La distinction ne se tient pas là, quoi. Non, c'est pas la République en marche, on est d'accord. Non, mais d'ailleurs, en général, quand tu vas avoir des oppositions d'ordre politique dans Star Wars, ça va pas être gauche-droite, Non. Ouais. Libéraux. Alors, je ne devrais pas employer le terme libéral parce que le problème, c'est que ça veut absolument pas dire la même chose d'un côté de l'Atlantique et de l'autre. Non, les oppositions que tu vas avoir dans Star Wars, en général, ce sont les centristes et les centristes et les populistes, on va dire, dans le sens où tu as ceux qui favorisent la centralisation et tu as ceux qui favorisent le pouvoir en plus petites unités. En général, c'est ça que tu vas avoir comme distinction. Tout à fait. Et au sein même de ces deux factions, tu vas avoir des gens qui sont entre guillemets stéréotypiquement plutôt de gauche et d'autres qui sont stéréotypiquement plutôt de droite. Mais apparemment, ça n'a pas l'air d'être un facteur majeur d'opposition politique dans la galaxie Star Wars. Mais pourtant, ouais. Pourtant, on voit bien que ça reste des questions qui sont prégnantes malgré tout. Oui. Là, si tu prends par exemple, là je fais une petite parenthèse sur l'Empire, si tu prends l'Empire que tu veux comparer par rapport aux théories d'Hannah Arendt, par rapport au fascisme, il y a plein d'éléments intéressants. Mais ça reste, par exemple, on met en avant un totalitarisme, avec un côté assez pro-humain. Et on le voit notamment quand les chasseurs de primes arrivent, il y a un mépris total vis-à-vis de ces bêtes. Et on le voit dans les livres aussi, il y a ce côté où ce sont des humains, avec parfois la tolérance de Throne qui est un schisme. Il y a vraiment des choses politiques qu'on peut reconnaître. Mais, moi, ce que j'avais notamment marqué dans mon mémoire, ce que je trouvais que George Lucas critiquait, c'est l'établissement de nouveaux pouvoirs avec un côté fasciste, avec un côté raciste ou suprémaciste, mais en Amérique du Sud. Il ne s'est jamais intéressé, à mon sens, à l'Europe, à la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, J.J. Abrams l'a confirmé, et c'est dommage qu'il l'a confirmé plus tard après l'écriture de mémoire. L'Empire, c'est effectivement le développement de cet extrémisme, de cette extrême droite, en Amérique du Sud. Et ça, je trouve, mais ça, je fais un parallèle qui confirme juste cette information-là, parce que j'ai eu beaucoup de débats là-dessus. On me disait qu'ils avaient juste récupéré les costumes qui étaient facilement utilisables d'autres productions cinématographiques, mais à la même époque, l'armée chilienne, l'armée argentine remettait des vêtements qui étaient mis par les amis fascistes. Donc, il y a quand même des choses intéressantes à voir là-dedans au niveau politique, de l'image, de la propagande, parce que l'Empire est tellement propagande, comparé maintenant je reviens à notre sujet de départ, à l'Alliance Rebelle, qui elle est très dans la... oui, c'est une rébellion, on s'oppose à ce qui se passe, on va lutter par les armes parce qu'on n'y est pas arrivé par la diplomatie, parce que le fonctionnement, effectivement, comme je disais, est corrompu, et cette corruption de l'intérieur fait qu'eux-mêmes doivent mettre en place une politique sécuritaire. Mais leur politique sécuritaire n'est pas pour les avoirs de l'État et de l'Empire, mais pour les avoirs du citoyen. Donc on se retrouve aussi dans deux versions différentes de ce qu'on appelle l'Habeas Corpus. L'Habeas Corpus, c'est le Léviathan, donc l'État qui crée un super monstre de contrôle et de sécurité, qui s'oppose finalement à son opposé, qui est une justice citoyenne, et qui s'organise de manière totalement différente pour justement garantir les libertés des individus. Maintenant, ça c'est vrai tant que l'Alliance Rebelle est un groupe d'opposition. Parce que dès l'instant où finalement elle redevient le pouvoir majoritaire, les mêmes enjeux se rejouent. Savoir est-ce qu'on va justement être un État très cadrant, très centralisateur, ou est-ce qu'on va essayer de faire les choses différemment. Après, je veux dire, quand on voit parfois comme il est difficile d'organiser un État à taille humaine dans la vie réelle, on peut se poser la question, est-ce que c'est possible qu'une démocratie à l'échelle galactique puisse fonctionner at all? Tu vois? Je crois qu'on a deux versions, les John et Canon, qui disent que non. Qui disent que non. Ouais. Mais, pourtant, l'ancienne République avait duré des millénaires. Oui, mais avec des phases intéressantes. Avec des phases intéressantes, et dans quelles conditions aussi, il faut voir. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'au bout d'un moment, ils vont devoir tous se rendre compte qu'en fait, ça ne marche pas du tout, et qu'il faut se contenter de revenir à des échelles
j'ai envie de dire planétaire, mais même ça, est-ce qu'on pourrait envisager d'avoir un gouvernement planétaire? Est-ce que ça marcherait? Oui, en effet. La Nouvelle République, viable ou non viable dans l'univers étendu? Ben, elle n'a pas marché. C'est même pas une question de point de vue. Je veux dire, on le voit bien, ça s'est complètement écroulé, en grande partie parce qu'ils ont reproduit exactement les bêtises de l'ancienne. Mhm. Et enfin, moi, quelque part, je trouve ça assez déprimant. Parce qu'en fait, même dans le nouveau canon, là Ouais. aussi, la République n'a pas tenu. Pour des raisons différentes, mais elle n'a pas tenu non plus. Oui, Et dans donc, l'un et l'autre, c'est un échec critique. Hein. c'est déprimant parce que ça donne l'impression que d'un côté, Star Wars te fait valoir la valeur de la démocratie. Hein, c'est les bons, c'est l'Alliance pour la restauration de la démocratie, c'est ceux qui se battent pour la démocratie. Euh, dans l'épisode 2, il y a tout un dialogue entre Padmé et Anakin. Démocratie. Donc, d'un côté, tu as le message de la démocratie, c'est vraiment l'absolu. Sauf que dans la pratique, ce qu'on te montre, c'est que ça ne marche pas. C'est bizarre quand même. Oui. Et puis, avant que la Nouvelle République ne s'effondre, l'Empire devient, avec l'amiral Paléon, puisqu'il n'est plus simple capitaine de navire, il devient Alors l'Empire finalement, s'adoucit. ouais, il devient notamment avec le traité de Bastion, si je me souviens bien, Oui. tolérable. Et on Sur la commence à avoir fin, l'Empire des devient, échanges. sur la fin, l'Empire devient respectable et, dans certains domaines, parfois plus raisonnable que ce que la Nouvelle République saura se montrer. Donc c'est dire Mhm. que c'est Donc, spécial. Mais qui elle-même va s'effondrer pour créer d'autres entités. Je crois qu'elle s'effondre 2 fois, si je me souviens bien, avant d'un peu ouais. se restructurer dans l'univers étendu. On va pas entrer dans les détails si on l'avait dit. Non. Mais voilà, elle se Qu'est-ce que tu en penses de ça? réinvente. De quoi? Ben, pourquoi d'un côté cette valorisation de la forme démocratique, et puis pour finir des résultats aussi catastrophiques systématiquement. C'est quoi le message à ton avis? Mais ce que je me souviens, par exemple, dans une des refontes, à un moment donné, c'est que, par exemple, comme elle s'est effondrée, ça devient maintenant des traités juridiques qui prennent le dessus. Et quelqu'un qui découvre une planète peut maintenant revendiquer une planète. Des trucs comme ça qui se passent à un moment donné. Donc on nage au fait en plein de nouveaux Far West américains. J'ai l'impression que c'est ce qui plaît, qu'il fallait réinventer, une structure trop pesante qui est là depuis trop longtemps. Il fallait que le lecteur ait l'impression que c'est un nouveau Far West où les gens doivent nouveau combattre, c'est un nouveau chaos qui s'installe après une période qui était censée incarner une stabilité. Moi, quand j'avais lu ça à un moment donné, je crois que je devais être sur la fin de ma période de l'université, donc c'était en 2007. Quand je lis ce bouquin, je pense même qu'on est dans le début des guerres Yu Zhangwang. Là, je me dis, Ça, mais c'est un gros morceau. on n'aborde pas ici. Mais là, je me dis à Non, ce moment-là, on quand n'a pas je le lis temps. ça à Il l'époque et faudrait j'ai 4 heures. plus ou moins perdu le fil à cette époque-là, je te jure que je lisais Il, par-ci par-là et je me tiens, ah bon, à il lui faudrait mort, un quand cours de c'est évolué. 60 heures, un cours académique de 60 heures. Bon, Pour ça. en parler. Mais quand je lis que finalement, euh, même Luke Skywalker ou Han Solo doivent aller se défendre devant un tribunal pour pouvoir faire valoir leurs droits sur la découverte d'une planète, je me suis dit, mais what the fuck, les gars, allez, on est là avec des méga héros qui sont devenus des véritables sous-merdes. Ah oui, mais d'un autre côté, alors par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas parce que c'est des héros Oui, c'est pas mais parce que c'est des héros que la procédure ne s'applique pas. C'est assez oui, révolutionnaire que de la procédure s'applique à oui, des héros pour là, une là, fois. là, ils Pour une redeviennent des fois. simples héros de base. On les remet au statut. Vous Bah, ils n'êtes sont à la plus les retraite. héros. Ils sont plus ou moins à la retraite, mais ils ne le sont pas vraiment. Et donc, Non, pas vraiment. à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette idée? Quelle est cette refonte? Quand tu lis, par exemple, les livres que Timothy Zahn a écrits, notamment ces derniers, où Luke et Mara voyagent dans les confins inconnus, moi j'étais Oui. mais passionné par ça. Je me dis, on va partir par là, il va aller visiter des trucs. On part par là,
et puis paf, on a la guerre Yuzavong. Et tout s'est effondré entre-temps. Et t'es là? Ok. Tout s'effondre, mais quelque part, je me demande, alors là, c'est mon côté mythologiste qui ressort, encore une fois, mais finalement, c'est très germanique tout ça, parce que, tu sais, dans la mythologie germanique, Tout à fait. et nordique d'ailleurs, il y a comme ça un côté, pessimiste en ce sens où, si tu prends les nordiques, la fin du monde, Ragnarok, le crépuscule des dieux, bon, tout ça aura lieu. On peut rien faire pour l'en empêcher. Mhm. C'est un fait. Tu peux être le plus grand héros du monde, tu ne pourras pas empêcher le crépuscule des dieux. Tu ne pourras pas empêcher la catastrophe. Mais c'est pas une raison pour ne quand même pas faire ton maximum. Tout à fait. Et donc j'ai l'impression que la démocratie dans Star Wars, peut-être parce que c'est américain et donc germanique, d'une certaine façon, Anglo-saxon, oui. il y a cette idée que l'objectif ne pourra pas être atteint, mais que c'est pas parce qu'un objectif ne peut pas être atteint qu'il ne faut pas se battre malgré tout. Tout à fait. Et ça, je pense Oui, que c'est quand même une bonne leçon à retenir. c'est un mélange de plein de cultures différentes, hein, entre un George Lucas dont le père était baptiste, si je me trompe Oui. pas, et lui qui vénérait les films japonais avec les samouraïs, et d'où viennent notamment toutes ces chorégraphies des chevaliers Jedi et des combats du bien contre le mal. Très hétéroclite. On assiste finalement à tous ces auteurs qui sont mis dans cet univers et qui l'ont retravaillé. D'après leur prisme. Hein. À quelque chose de totalement nouveau. Et en même temps, là-dessus, je voudrais qu'on finisse là-dessus. On se rend bien compte que l'univers étendu est tellement riche, comme tu as dit, près de plus de 60 heures d'heures pour expliquer les choses. Moi, je dirais des années. Mais qu'il était devenu tellement riche aussi que je ne pense pas qu'on pourrait le représenter au cinéma ou qu'on pourrait le représenter dans les séries, tellement il fait partie d'une culture. Moi, je dis c'est 20 ans de ma vie. Hein. Ah, mais oui, mais non, mais c'est 30 ans. Alors, c'est 30 ans d'un univers qui a été construit de briques et de brocs par des dizaines de gens différents, sur des supports aussi divers que des jeux vidéo, des comics, des romans, Oui. des mini-séries. Et quelque part, c'est difficile à gérer, parce que voilà, c'est très difficile de coordonner tout ça. Il y a eu des couacs, il y a eu des rustines qui ont été appliquées pour être réparées, mais évidemment, c'est très riche. Et parfois, ça donne une image contradictoire, mais d'une certaine façon, j'ai envie de dire, c'est assez, mais oui, mais c'est assez proche de la réalité. Hein, oui, parce bien que sûr. l'histoire, il n'y a pas qu'une histoire. Ceux qui font de l'histoire savent bien que ça dépend à qui on demande, quoi. Ça dépend à quel point de vue on prend. Premier cours en droit constitutionnel belge et histoire des institutions par Monsieur Jaumin. C'est un cours qui mélangeait tout, mais qui est extraordinaire. Il dit écoutez, il y a plusieurs visions de l'histoire. Moi, je vais vous apporter la mienne. Mais sachez qu'à l'ULB, il y a la vision franc-maçonne de l'histoire. Ah, tandis qu'à l'UCL, c'est la vision catholique de l'histoire. Et vous allez dans d'autres instituts d'histoire, vous aurez encore d'autres visions de l'histoire. Donc, quoi que vous allez lire, faites-vous votre propre opinion et prenez le plus de sources différentes. Voilà. Donc, quand c'est contradictoire, quand c'est compliqué, c'est normal. C'est parfaitement normal. Tout à fait. C'est même bon signe. Si aujourd'hui, j'adore prendre cet exemple-là, on dit que Jules César est un grand conquérant et quelqu'un d'emblématique, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il a quand même génocidé quelques centaines de milliers de Gaulois. Oui. Voilà. Alors, oui, évidemment, on est hors sujet, mais encore une fois, ça dépend comment tu veux le voir et ça dépend ce que tu veux retenir aussi. Tout à fait. Parce que si on voulait être provocateur, tu pourrais faire remonter l'affiliation historique de la gauche à César. Attends. Oui, mais à l'époque... il était au parti des Populares. Oui, Populares. Mais voilà, c'était bien plus différent à l'époque, ça n'est aujourd'hui, comme dans la Grèce antique. Et il y a toujours plusieurs mouvements. Et donc moi, ça m'a toujours un peu dérangé qu'on parle gauche, droite, centriste. Parce que parfois, et ça moi j'ai pu l'expérimenter en politique, quand tu vas sur place, tu parles aux gens qui font de la politique, ils savent même pas de quoi ils parlent. Oui. Voilà. Alors donc, après, là on diverge. On va pas être trop hors sujet, mais enfin, je pense que les catégories... c'est à la mode de dire que ça ne sert à rien, mais bon, je pense que ça sert à quelque chose quand même. Ça sert quand on prend du recul.
À pouvoir Un autre analyser. jour pour une autre conversation qu'on pourrait avoir Plaisir. éventuellement, je lance une piste. On pourrait faire des recherches indépendamment de notre côté et discuter un peu de la question parce que je l'ai jamais vraiment creusé. Quelle est la représentation? On a déjà établi qu'il y en avait peu, mais il doit bien y avoir quelque chose si on gratte suffisamment loin. Quelle représentation ont les idéologies de gauche dans l'univers de Star Wars? Possibilité, piste pour une prochaine conversation. C'est extraordinaire parce que là, je vais te dire, très bonne question. Ah ben oui. Eh ben Et justement, sur ce, d'où l'intérêt.